Sur la route qui traverse la Nouvelle-Angleterre du nord au sud, vers le Connecticut où s'est retiré Philip Roth, je vois défiler l'œuvre géniale de ce romancier que je considère depuis longtemps comme l'un des plus grands. Philip Roth semble s'être donné une mission précise, mettre à mal les tabous de la tribu. Depuis 1959, il alterne les romans à grand spectacle et les miniatures intimes. Il dynamite les rêves et la bonne conscience à coups de missiles nommés Portnoy, Képes ou Zuckerman, héros d'une œuvre foisonnante où se retrouvent quelques constantes, la solitude, la maladie, le désespoir sexuel. Autour de ces problèmes, il a bâti l'une des œuvres les plus originales de ces dernières années. Une œuvre écrite en grande partie dans cette maison, qui date de la fin du XVIIIe siècle. Je vis ici depuis 1972. Et c'est un endroit que j'adore. Je suis très heureux d'avoir pu installer ici ma petite fabrique de fiction. J'ai réussi à y travailler en limitant mes autres activités. Et je suis heureux de pouvoir profiter du grand air quand je ne travaille pas. Mais au fond, je ne vis pas dans le Connecticut. Je vis sur ces quelques hectares que je possède. Je n'ai pas le sentiment d'être d'ici. Je n'achète pas le journal local, je ne regarde pas les informations régionales à la télévision. Quant à New York, j'y ai vécu par intermittence et désormais j'y passe mes hivers. C'est étrange quand on est écrivain à New York. Le matin, tout le monde part travailler et vous restez seul dans votre immeuble avec les nounous et les enfants. Vous ne sortez pas dans la rue pour rejoindre un bureau, une institution, une université, rien. Vous êtes assis dans votre bureau et vous écrivez. Dans ces moments-là, je me sens exclu de la ville. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, à écrire dans cette boîte? J'ai l'impression que je n'ai pas de racines, ni ici, ni là-bas. En ce qui concerne Newark, j'y ai passé les 16 premières années de ma vie, et cela m'a beaucoup marqué, évidemment. Je garde un intérêt profond pour cette ville. Dans le journal, je lis tout ce qui concerne Newark, mais rien sur le Connecticut. Philip Roth le reconnaît volontiers, il est devenu aujourd'hui un écrivain plus sobre et plus sombre. L'extravagance de Portnoy et son complexe a disparu. Reste l'impertinence. Elle éclate à travers sa trilogie américaine, consacrée aux coups de folie qui ont secoué ce pays. Le macartisme, le Vietnam et le politiquement correct. C'est l'Amérique mise en roman. C'est aussi une formidable réflexion sur ce que signifie aujourd'hui être américain. Revenons à ce que vous avez appelé vous-même votre trilogie américaine. Pastorale américaine, J'ai épousé un communiste et La Tâche. Diriez-vous que ces romans sont l'expression de votre conception de l'Amérique? Était-ce d'ailleurs votre projet initial? Ce que ces livres reflètent, c'est l'intérêt que je porte à une certaine période de l'histoire américaine. Une période marquante de l'histoire américaine et aux conséquences que cela a pu avoir pour mes personnages, pour une famille, de vivre à cette époque-là. Ces romans ne sont pas le reflet de ma conception de l'Amérique. Je crois d'ailleurs que rien de ce que je fais ne reflète ma conception de l'Amérique, pour la bonne et simple raison que je n'en ai pas. Mes pastorales américaines, par exemple, a pour cadre l'Amérique du début des années 70. C'est un livre qui parle des effets de la guerre du Vietnam sur une famille du New Jersey, dont la fille, une adolescente de 16 ans, devient une militante anti-guerre
puis une terroriste dont la bombe va tuer quelqu'un. J'ai fait de mon mieux pour mettre dans ce roman tout ce que je savais de cette période, entre la fin des années 60 et le début des années 70. Cette époque de la guerre du Vietnam ne m'a pas laissé indifférent, ni d'ailleurs aucun de mes amis. Nous avions la quarantaine et nous avions eu des réactions très fortes. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais pensé faire. Des défilés et des manifestations, par exemple, ce genre de choses. Je ne suis pas fait pour les défilés et les manifestations. C'est l'époque la plus marquante que j'ai vécue dans l'histoire des États-Unis, plus marquante même que la Seconde Guerre mondiale, notamment parce que j'étais beaucoup plus jeune, j'étais enfant pendant la guerre. À cette époque, j'étais à l'écoute des événements. Mes amis aussi, nous discutions en permanence, nous étions dans une colère permanente. Tout cela est venu nourrir Pastorale américaine. Quand j'ai terminé ce roman, je n'avais toujours pas de projet. Mais je me suis demandé quelles autres périodes j'avais vécues et m'avaient autant intéressé et mis autant en colère. Et je me suis souvenu que dans ma jeunesse, quand j'avais 14, 15 ou 16 ans, je m'étais beaucoup intéressé à cette croisade anticommuniste qui avait eu lieu aux États-Unis. J'étais un adolescent précoce et très tôt, je me suis intéressé à la politique. Dans ma famille, il y avait des membres du Parti communiste. À l'époque, c'était très mal vu. Il y en avait un en particulier qui avait fait l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale et qui en était revenu très remonté contre les États-Unis, contre le capitalisme, très en colère contre le racisme. Et cet homme est devenu mon mentor. Il devait avoir 30 ans, j'en avais 15. C'est donc lui que j'avais en tête quand j'ai commencé à écrire « J'ai épousé un communiste ». Mais j'avais par ailleurs de solides connaissances sur les États-Unis de l'époque que j'ai incorporées dans le livre. Donc vous voyez, ce ne sont pas mes opinions que l'on retrouve dans mes romans, ce sont mes connaissances. Et puis, le troisième livre, La Tâche, c'était en 1998 ou dans ces années-là, je me suis rendu compte que je vivais à nouveau une période de ce genre. Ce que j'avais vécu dans les années 60, 70, ce que j'avais vécu à la fin des années 40, j'étais en train de le revivre. L'Amérique se lançait dans une nouvelle chasse aux sorcières contre Bill Clinton. Il y avait dans ce pays un véritable goût pour la persécution. Alors j'ai pensé à ce personnage qui traverse une épreuve, pas exactement la même que Bill Clinton, mais assez proche. Il est accusé de racisme dans son université, alors que, même si cela ne se voit pas, lui-même est noir. Diriez-vous que ce que vous avez vécu au début du XXIe siècle, le 11 septembre, l'élection de Barack Obama, constituent aussi des événements historiques, de la même manière? Oui, mais ce n'est pas à moi de les écrire. Pourquoi? Parce qu'il me semble que pour pouvoir écrire sur ces événements, il faut que 25 ans soient passés. J'ai besoin de recul pour donner à ces événements leur juste proportion, pour porter sur eux un regard objectif. Quand je suis dans l'événement, je suis en train de me contredire. Ce n'était pas le cas pour La Tâche, mais j'y reviendrai. Quand je suis dans l'événement, je suis incapable d'écrire sur le 11 septembre. Qu'est-ce que j'écrirais ? Certains écrivains ont essayé de le faire, mais moi je ne peux pas. Il me faut en général un recul de 10, 20, 30 ans pour appréhender un événement et pour le réimaginer. Je suis incapable de faire des récits à chaud. Sauf dans le cas de La Tâche.
La tâche, oui, c'était différent, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était parce que Nathan Zuckerman en est le narrateur? Nathan Zuckerman est le narrateur de ces 3 romans. Je pourrais d'ailleurs faire de Nathan Zuckerman le narrateur d'un roman sur le 11 septembre aussi, si je voulais. C'est vrai, Zuckerman a été un formidable atout moral pour moi. Il avait l'esprit clair, il comprenait tout, et il m'a servi d'intelligence médiatrice entre la matière du roman et le lecteur. J'avais trouvé le personnage parfait, pour moi en tout cas. C'est grâce à lui que j'ai pu écrire ces 3 livres. Mais pour en revenir au 11 septembre, c'est un sujet qu'un écrivain qui a 20 ans aujourd'hui pourra aborder dans 30 ans. Pour vous, quel est le rôle de l'écrivain? C'est simple, vous écrivez du mieux que vous pouvez, c'est tout. Vous n'avez de responsabilité envers personne. Vous en avez envers la littérature, l'une des grandes causes perdues de l'humanité. Oui, des responsabilités envers la littérature. Et comment être à la hauteur de ces responsabilités? En vous attelant à l'écriture avec tout ce que vous avez. Que peut faire la littérature? Très peu de choses. La littérature ne peut pas grand-chose. Et pourtant, elle est d'une importance considérable. Donc, la littérature ne peut rien faire et elle a une importance considérable. Dans un pays qui voue un culte à l'utilité, il y a donc encore une place pour quelque chose qui est à la fois totalement inutile et absolument indispensable, la littérature. La littérature, ce que Philippe Roth appelle la grande cause perdue de l'humanité, c'est ce que je vous emmène explorer, dans le Sud, cette fois-ci, le Sud profond, un pays au cœur du pays.